Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, ce 10e épisode de Brain and Bullshit, un podcast qui parle de scaling. Je suis toujours avec Zirus que vous connaissez et aujourd'hui on a Nina parce qu'on a un sujet très important. Est-ce que les hommes et les femmes font du business de la même façon et est-ce qu'ils scalent de la même façon surtout? Nina, comment ça va? Très bien, je suis contente d'être là. Je pense qu'on va bien rigoler. Zirus, la forme? Ouais, nickel, hein. C'est un bon sujet encore. Chaud bouillant. Moi, maintenant, je réfléchis mes sujets en fonction de ce qui va énerver les gens sur YouTube. Donc en fait, les gens, ils viennent pour le sang, la bagarre, etc. Puis après, ils se rendent compte au bout de 15 minutes qu'on est des gens mesurés. Et puis, il y en a qui restent. donc c'est avec ça l'idée aujourd'hui. On a commencé à en parler en off et j'aimerais juste qu'on poursuive cette conversation. On est tous d'accord, je pense, pour dire que le milieu du scaling et des grosses boîtes, entre guillemets, manque cruellement de femmes. Pour tout un tas de raisons sociologiques qu'on n'est probablement pas les bonnes personnes pour évoquer. Mais aussi parce que, en termes d'énergie, les hommes et les femmes ne scalent pas du tout de la même façon. Nina, j'aimerais bien avoir ton regard là-dessus. Et toi, qu'est-ce que tu as observé dans ta propre croissance professionnelle? Mais déjà, en fait, on fonctionne pas du tout câblé de la même manière. Et j'ai remarqué ça depuis le début, depuis que je suis rentrée dans ton accompagnement. Ça fait maintenant 2 ans que je suis là. Et dès le début, je me suis dit, waouh, on est énormément de femmes dans le programme. Il y avait quasiment que des coachs hommes. Je pense qu'il y avait une femme. Et je me suis dit, waouh, il y a déjà un décalage. Et j'ai vu cette masse des femmes. Et là, celles qui ont grandi avec moi, il n'y en a pas tant que ça. Et il y en a plein, en fait, qui se sont plutôt arrangés dans un petit quelque chose qui est très bien, en fait, qui suffit à être bien, à avoir des revenus réguliers, mais on n'a pas du tout les mêmes ambitions. Il y a finalement assez peu de femmes qui ont une vision et une envie d'aller chercher un niveau d'entreprise, de scaling, d'agrandissement, voilà quoi, et d'emmerde, il faut quand même le dire. Hein. Oui, bien sûr. Mais effectivement, tu vois, et chez toi, on l'a vu très vite. Et de toute façon, le premier appel, c'était avec moi que tu l'as vu, donc je me souviens très très bien. J'ai tout de suite senti, je suis OK, elle va aller très très vite. Et effectivement, en quelques mois, c'était 10 000 et je lâche le cabinet. Et ensuite, je continue. Et aujourd'hui, tu es autour de 50-60 avec des pics à 80-100, c'est ça? Ouais, l'année dernière, c'était 660 et là, oui, on va plutôt vers Voilà. 70. Et effectivement, la plupart des gens qui t'a commencé, même la plupart des gens qui sont dans un accompagnement, quand on regarde les femmes, elles vont plutôt avoir se mettre à 3 000, 5 000, 7 000 et se poser, tu vois, en se disant, j'ai un salaire confortable pour un métier que j'aime bien, qui me prend peu de temps, j'ai optimisé le juste niveau d'emmerde que j'ai envie d'avoir. Par contre, genre les grosses étapes du dessus, j'ai pas forcément envie d'y aller. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup observé. Alors, et je me suis posé cette question là avant ce podcast, si c'était une question d'envie. Parce que, alors déjà, beaucoup des femmes avec lesquelles, par exemple, on était dans bronze ou encore aujourd'hui dans argent, ont une situation qui est, enfin, il y en a plein qui sont seules. Donc, en fait, la condition de la femme est quand même complètement différente que l'homme. Quand tu prends, par exemple, allez, on 100%. prend 2 jeunes, 23 ans, un homme, une femme, un garçon et une fille plutôt, qui vont lancer leur business et qui vont tous les deux avancer quasiment au même rythme, voilà, et avec les mêmes expériences et développer une bonne base. Arriver à la fin de la vingtaine, quand tu vois, quand en tant que femme, tu te poses la question, est-ce que j'ai quand même pas envie d'avoir une famille? À partir du moment où tu vas juste là-dedans, bah, de toute façon, il y a toute ta vie qui change. Je veux dire, là, tu l'as vécu, mais en tant que père, en devenant père, ça prend quand même une grande place dans la vie. Donc, ça change déjà en tant qu'homme, mais en tant que femme, il y a un moment donné où tu perds juste, tu ne peux pas en fait. Et tu le sais intrinsèquement que tu ne peux pas te démultiplier, donc tu ne peux pas être sur tous les fronts, et ça enlève déjà pas mal de capacités d'action. Et moi, je le vois très bien, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai 2 ados. Donc, en fait, je suis maman seule. Et j'ai 2 ados qui sont assez autonomes. Donc, en fait, là, aujourd'hui, je peux, parce qu'en fait, ils gèrent tout seuls, tout va bien. Mais quand plus petit, j'aurais pas. Il y a 10 ans, tu pouvais pas, quoi. Non. Et il y a une autre chose, et je pense que c'est. La plupart des hommes ne se rendent pas du tout compte, c'est qu'en tant que femme, on est quand même un être cyclique. Donc, en fait, il y a des semaines
dans notre moi où en fait on perd juste 25% de notre capacité mentale. Et on le sait. C'est-à-dire, on n'a pas la même performance de la même manière. On sait que parfois, en fait, on a des limites avec notre propre corps. Et je pense, même si tu n'as pas une réflexion claire et mentale là-dessus, intrinsèquement, ton corps le sait. Et je pense que ça fait quand même de nous des êtres. C'est une supposition que je fais, hein, mais je pense que ça explique beaucoup de choses qui, en général, ont moins envie de prendre des risques ou de se mettre pleinement dedans. Sans même qu'on a réfléchi, il dit « Ah non, je pense qu'en fait, ça ne sera pas une bonne chose si, dans ma condition de femme, je vais y aller aussi loin. » Et puis après, on subit un conditionnement qui est hallucinant. Là, les jeunes commencent à sortir de ça, quoi. Mais moi, ma génération, elle était encore pleinement dedans. Hein. Moi, je le vois au moment où on enregistre mon fils à 13 mois. Si Marie, ma femme, ne faisait pas un travail extraordinaire, et je choisis le mot travail très volontairement, avec beaucoup d'intention, et qu'elle s'en occupait pas 95% du temps, je pourrais pas faire ce que je fais actuellement. Je pourrais pas scaler, je pourrais pas être en déplacement, je pourrais pas être en tournage, etc. Attention, je suis persuadé qu'on peut avoir un business qui marche avec un enfant, même un enfant en bas âge. Mais scaler vraiment avec tout ce que ça demande, si tu n'as pas 80 à 90% de ton focus et de tes capacités, je pense pas que tu puisses. Non, tu peux pas. Tu peux pas. Alors, surtout quand tu es jeune maman, alors comme ça, là, ça va mieux. Mais en fait, petits-enfants, petits problèmes, grands-enfants, grands problèmes, je le vois très bien. Hein. Quand il y en a un qui arrive là, poum, je le prends plein fouet. Et du coup, ça me zappe une semaine de travail, quoi, souvent. Au moins quelques jours. Et du coup, tu prends du retard. Et voilà, quoi. À un moment donné, tu apprends aussi à tamiser tes ambitions par rapport à d'autres, souvent des hommes qui, eux, ont finalement toutes ces tâches qui sont prises en charge par leurs femmes. Donc, il y a de ça. Je ne vais pas tout excuser avec ça, parce qu'il y a la condition extérieure et puis après, il y a quand même quelque chose qui est différent entre les hommes et les femmes. Bien sûr. Xerius, toi qui n'a pas encore d'enfants, etc. C'est quoi ton regard extérieur là-dessus? Est-ce que c'est un truc dont vous discutez avec Megan, avec ta compagne? Ta compagne, comme nous chez Capet, t'accompagnes aussi avec ton agence des femmes. Comment tu observes ça? Et je vais quand même mettre un disclaimer avant qu'on parle là-dessus, tu vois, parce qu'on est sur un sujet qui est hautement touchy. Des hommes qui viennent parler de la réussite des femmes. Bon, heureusement que tu es la Nina, parce que sinon, on était cancel direct. Mais plus que ça, en fait, ici, nous, on émet juste des suppositions d'entrepreneurs et de coach. Ça ne dit rien de vous qui nous écoutez. Je ne vous connais pas. Je ne sais pas ce que vous êtes capable. Je ne sais pas quelle est votre vie. Et je peux que émettre des vagues suppositions avec un regard extérieur d'entrepreneur. Et ce ne sera rien d'autre que ça, de toute façon, ce qu'on va dire. Sérieux aussi. Ouais, bah moi, écoute, j'ai vu... j'ai pas d'enfants, mais ma mère a 6 enfants. Donc, et moi, j'ai 5 frères et une sœur. Donc, pour moi, les frères, sœurs, genre demi-sœurs et tout, ça compte pas, c'est la même chose. Mais ma mère a 6 enfants. Et du coup, je l'ai vue évoluer dans un monde, enfin, dans une maison où, en fait, elle était entourée de 7 pas des hommes, mais voilà, 7 masculins, et la seule fille. Et en fait, je vois... Enfin, je sais pas si on peut partir du principe que, c'est genre, pour développer son business, le sujet, c'était yin et yang, et du coup, là, on part sur hommes et femmes, tu vois. Je pense que faut faire aussi la distinction. Mais en tout cas, si on reste sur les femmes, enfin, sur ce que j'ai vu, et même sur Megan, c'est que... genre, je trouve ça tellement plus dur d'être une femme. C'est mon avis personnel. Je trouve ça plus dur d'être une femme, puisque au niveau charge mentale, il y a beaucoup plus de choses à prendre en compte, en fait. Je trouve que même au niveau des enfants, tu vois, genre la relation enfant-mère, genre, je trouve qu'elle est différente, tu vois, et que la mère a beaucoup plus de choses, d'attentes, de choses. Elle doit être là pour son enfant, tu vois. Le père, s'il n'est pas là, c'est moins grave, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression que, genre, la mère a plus de pression, de manière générale, tu vois. Mais moi, dès que je change de couche ou que je l'amène au parc, y a tout le monde qui me fait une standing ovation. Voilà, tu vois. De toute façon, il y a des trucs qui sont pas égaux, tu vois. Ça, ce serait atroce de le nier. Moi, ce qui m'intéresse comme question, c'est si on regarde
dans les entreprises qui scale, dans les business comme les nôtres, dans les coachs, dans les grandes boîtes même, tu vois, plus corporate, etc. Même quand on va aller voir peut-être des femmes qui ont des enfants plus âgés, il y en a plein qui, pour autant, n'ont pas eu cette envie. Et est-ce que c'est parce que, vu qu'elles ne sont pas à leur compte, elles n'ont pas trouvé la façon de le faire comme elles avaient envie de le faire, tu vois? Et j'aimerais nous ramener sur ça au niveau du sujet, c'est parce qu'il y a, en fait, si tu veux, on pourrait parler pendant des heures de la condition de la femme, de la sociologie, mais en fait, moi, je ne suis pas qualifié pour parler de ça. Par contre, est-ce qu'on manque d'exemples féminins qui ont scalé d'une autre façon, donc pas la mienne? Ça m'intéresse. Ouais, clairement. Je pense qu'il y a un fonctionnement intrinsèque complètement différent entre l'homme et la femme au niveau des prises de risque et l'appréhension du risque. En fait, je pense, est lié à notre condition biologique aussi, d'une certaine manière. J'ai trouvé ça très intéressant pendant un moment donné. J'ai suivi des réels de quelqu'un, je ne sais absolument plus du tout le nom, qui est en anglais. Et en fait, il interviewait des gens qui sortaient des grosses bagnoles et tout ça. Il posait des questions. C'est quoi ton business? C'est quoi la plus grosse année que tu as fait? C'est quoi ton chiffre d'affaires? Et toujours la question, est-ce que tu as déjà fait faillite? Et déjà, enfin, lui aussi, il interviewe plutôt 90% d'hommes. Et puis après, il y a quelques femmes dans le lot. Et tous les hommes disent, oui, bien sûr, j'ai déjà fait faillite. Aucune femme. Et je pense que, en général, comme on est quand même câblé pour assurer, tu vois, le vivre de tout le monde, on est moins enclin à prendre des risques, moins enclin à aller chercher la grosse croissance, le gros scaling, mais avec beaucoup plus de sécurité. Et je pense qu'en fait, un business de femme est beaucoup plus sûr par rapport à la faillite, qui a plus de sécurité, mais plus de lenteur, et que il y a probablement un peu moins d'ambition. Parce qu'il n'y a pas de besoin, en fait, alors, je ne peux pas parler de moi, hein, parce que je n'ai pas rencontré des gens qui ont autant d'ambition que moi. Mais il y a une vraie différence, en fait, de l'appréhension du risque, et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui osent pas. Et je pense qu'il y a un réel challenge par rapport à ça. Est-ce que ça vient de notre condition, qu'on est en général plus yin, plus doux, plus... Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a moins d'envie de prise de risque. Je le vois. Ce que je vois sur le marché, c'est genre ce qui est vendu aux femmes en termes de marketing, généralement, c'est... en tout cas, il y a beaucoup plus d'offres qui sont vendues aux femmes et qui sont travailler à la maison, gagne tes 2-3 000 € par mois en tant que, sans trop de responsabilités, en contrôlant ton revenu. Et ça, c'est quelque chose, je sais que c'est pas vendu aux hommes. Genre, cette promesse-là, pour les hommes, ça ne marche pas. Genre, il y a peut-être une part, je sais pas, d'ego ou de conditionnement aussi, genre, parce que peut-être que les femmes veulent ça parce qu'elles pensent qu'elles peuvent faire que ça, tu vois. Mais déjà, sur le marché, moi, je fais ce constat. Et quand j'essaye de réfléchir aussi à quelles sont les femmes aux États-Unis, par exemple, que je suis qui réussissent, genre une femme que je suis qui réussit, il y en a plusieurs. Mais si on prend l'exemple de Leila Hormozi, tu vois, genre c'est une femme qui réussit. J'ai l'impression qu'elle est autant young qu'Alex. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression. Ouais, moi, beaucoup plus que lui. Moi, je me dis, je fais le parallèle, mais moi, ce qui me vient ensuite, c'est putain, genre, comment elle couche avec elle, tu vois. Genre, je me pose cette question parce que je pense qu'on fait du business comme on couche avec les gens, tu vois. Et c'est vrai, genre, un jour, mon prof de coaching m'a dit, tu coaches comme tu couches, et je trouve que c'est la même chose en business. Et je trouve ça super intéressant comme vision des choses. Après, il y a d'autres exemples, tu vois. Nous, forcément, je suis pas sûr que Nina suive les mêmes personnes que nous à l'international, tu vois. Nous, en tant qu'hommes, on regarde des femmes qui nous inspirent dans notre logiciel. Donc, moi, je suis Leila Hormozi, je suis Cody Sanchez, etc. Amanda Frances, Brooke Castillo et Mélanie Ann Lawyer, je regarde pas leur contenu. Hein. Pourtant, en termes de dizaines de millions, elles font rougir tout le marché francophone. Mais c'est un truc très lean, très aligné, avec des prix en 600, des trucs que je comprends pas trop, quoi. Ça fout mes chakras en bordel. Donc, je les regarde pas.
Après, je pense qu'en fait, il y a des entreprises qui sont faites par des femmes et qui sont très visibles, qui sont absolument pas du tout dans votre rayonnement et qui fonctionnent pourtant très très bien, alors qu'ils sont pas des gens qui sont forcément suivis par leur attrait marketing. Et puis après, c'est aussi nous par exemple pas du tout dans le même domaine, c'est-à-dire moi je suis pas forcément intéressée à suivre des gens qui ont bien réussi. Moi, je suis des gens qui font la même chose que moi et sur lesquels je peux apprendre, alors que vous apprenez sur autre chose. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas visibles, qui sont quand même là. Des femmes qui ont qui ont monté des grandes choses et qui gagnent bien leur vie. Moi, je le vois notamment dans tout ce qui est diététique, alimentation, santé. Il y a vraiment des mastodontes du marché, quoi. Souvent aussi américains ou anglophones. Mais on ne va pas forcément les suivre pour leur business model ou des trucs comme ça, quoi. Je crois qu'on met le doigt sur quelque chose là. C'est que dans le make money, dans le marketing, dans la vente, il y a beaucoup plus d'hommes. Alors qu'il y a des femmes qui ont construit des empires, hein, littéralement, dans la santé, dans les relations, dans le développement personnel, dans la spiritualité, dans l'apprentissage des langues et dans plein d'autres domaines que je ne connais pas d'ailleurs. Et il y a plus de vision, il y a plus de branding, il y a plus de je construis quelque chose. Alors que j'ai l'impression que les hommes, ils arrivent pour faire du cash et ils finissent par faire une grosse machine qui fait du cash. Et les femmes qui font ça comme ça, elles sont plus young dans l'ensemble. Et tu as des hommes qui sont dans l'inverse et qui sont plus yin, etc. Et j'ai l'impression que le sujet, c'est peut-être ça. Hein. C'est peut-être que le yang se scale d'une certaine façon, avec une certaine direction, le yin dans une autre, et qu'on est cantonné à regarder que ce qu'on connaît, ce qu'on comprend. Et donc, on a l'impression qu'il n'y a que ça. C'est quoi votre vision? Je voulais juste définir votre vision du yin et du yang, parce que peut-être qu'on ne parle pas exactement de la même chose, juste avant d'entendre ta réponse, Nina. Le yang, alors, si on pourrait juste le dire, le yang est plutôt en force et en expansion et en visibilité, et le yin est beaucoup plus intériorisé, en douceur. Et je pense qu'on pourrait dire que le yang est vertical, le yin est horizontal. Et du coup, le yang est très visible. Dès que tu as quelqu'un qui est yang, ou tu as un business yang, ou tu as quelqu'un qui a une grosse aura, hein, qui rentre dans une pièce, tu vas tout de suite le voir, tu vas tout de suite t'intéresser à cette personne-là, alors que quand tu as quelqu'un qui est très yin, ou qui a un business très yin, il va être beaucoup plus calme, ne pas être visible, et ça ne veut rien dire, absolument rien sur la puissance qui est derrière. C'est juste une question de perception du monde extérieur. Et parfois, en fait, un business yang ou quelqu'un de yang peut être très voyant et très intéressant de l'extérieur. Et dès que tu creuses un petit peu, derrière, il y a des dettes, il y a de la malfonctionnement. En fait, c'est une boîte qui ne vaut rien. Alors que tu peux avoir des business, des personnes qui ne sont absolument pas du tout visibles. Et quand tu regardes derrière, putain, c'est lourd, quoi. J'ai la même perception que Nina là-dessus. Yes, ok, parfait. Et je pense qu'en général, mais c'est juste une supposition, hein, qu'en fait, il y a beaucoup plus d'hommes qui vont chercher en fait cette visibilité, la force, l'expansion, tout simplement parce que ça fait quand même partie du yang masculin et de l'image qui est apportée à ça dans notre société, et notamment aussi dans le make money dans lequel vous êtes. Et le yin, c'est beaucoup plus infiltrant, tu vois. C'est quelque chose qui s'étend en horizontalité et qui est partout. Et qui est plutôt dans la substance et dans la matière, et du coup qui est moins visible et qui va aussi pas chercher la visibilité, ou la visibilité là où il y en a réellement besoin, c'est-à-dire au consommateur. Est-ce que pour vous, est-ce que tu peux être yin et très structuré, ou est-ce que ça n'a rien à voir pour vous? Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Ouais. En fait, chacun de nous a vraiment beaucoup de différentes couches, quoi, entre ce qu'on voit en premier et ce qui vient tout à l'intérieur, et la manière dont on agit au professionnel ou la manière dont on agit quand on travaille qu'avec soi. Ouais, il y a quand même des choses qui sont très différentes. Et tu peux être très, très yang et absolument pas du tout structuré. Hein. Moi, pour le coup, je n'ai pas d'expérience. Oui, complètement. Ouais, je me pose la question pour... Je pense que même les personnes yin sont plus structurées que les personnes yang, parce qu'en fait, elles sont tout le temps à l'extérieur. Ok, intéressant, parce que moi, dans ma vision,
t'as le yang qui vient apporter la structure comme dans un verre, tu vois, genre, c'est le contenant, et t'as le liquide qui vient, et c'est le yin, et il vient embrasser la structure du yang, tu vois. Oui, il y a de ça, mais le yang est avant tout. Quand on parle business, le yang est avant tout dans la visibilité, je pense. Eagle. Dans la présence. Eagle, ouais. C'est Eagle, mais des fois pour de très bonnes raisons et en étant très structuré, et c'est une bonne chose, hein, mais des fois juste Eagle aussi. Et de la même façon, en fait, bien souvent, le yin, quelque part, attire, manifeste, etc. Des fois, ça brasse du vent, et des fois, ça attire vers une structure complexe et qui a une raison d'exister hyper puissante. En fait, les deux ont des avantages et des inconvénients, et surtout, les deux ont leurs dérives, j'ai l'impression. C'est vraiment, pour moi, le yang dans sa dérive, c'est le loup de Wall Street. Oui. Vraiment, tu cries pour faire des milliards, mais en fait, tu es illégal et tu fais n'importe quoi. Et moi, quand je vois le yin dans sa dérive, je vois quelqu'un qui est assis sous un arbre en train de chanter une chanson parce que les millions, ils vont arriver comme ça, quoi. Mais on fait surtout rien d'autre que chanter la chanson. Et pour moi, ça, c'est les deux extrêmes toxiques du spectre. Et c'est quand ça se rejoint au milieu qu'on a des business surpuissants, quoi. Oui, parce qu'en fait, il faut les deux à partir du moment où tu n'es que dans le yang, et que dans l'expansion, que tu bourrines tout le temps, que tu vas toujours chercher plus de chiffres, plus de visibilité. Si tu n'as pas de substance au fond, si tu ne nourris pas l'intérieur, que tu équilibres aussi que tu calmes tout ça, de toute façon, tu exploses en plein vol, quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit des gens qui font 3 millions, 5 millions, 10 millions, 20 millions, crise existentielle, ils cassent tout leur business, ils recommencent à zéro dans une cahute dans les bois. Et on en a vu plein qui s'est arrivé. Ah, parce qu'en fait, le yang, ça te tue tout de suite quand il y en a trop, et le yin, ça te tue à très long terme, à petit feu, tu vois. Genre, en fait, quelqu'un qui va avoir une mort yang, en fait, c'est crise cardiaque mort. C'est trop plein. C'est à un moment donné, c'est tellement fort et c'est tellement plus soutenable que tout pète, quoi. Et je vois plein, hein, en fait, quand j'observe ce qui se passe autour de moi et quand je regarde les gens autour de moi qui scale, quand je regarde ce qui se passe dans les masterminds, quand je vois les petits jeunes de Dubaï, là, à 23 ans, et qui nagent dans des millions, et je me dis, mais c'est hallucinant, en fait, l'expérience de vie qu'ils font. Et je trouve ça presque du gâchis, parce qu'en fait, ils n'ont pas suffisamment vécu pour réellement en transformer quelque chose. Mais bon, enfin, ça sera leur début de transformation. Et je trouve ça impressionnant, et je me dis, mais ils vont aller où après? Ils vont faire quoi? Parce que ça a tellement été exponentiel, à une phase tellement exponentielle de leur vie à eux, parce que dans la jeunesse, on est vraiment dans la pleine puissance de ses forces, que c'est impressionnant à regarder. C'est facile à envier, à me dire, ah oui, moi je veux aussi. Mais en fait, la vie n'en est pas là, quoi. La vie ne peut pas fonctionner comme ça. Même si nous vivons dans une société, notamment en Occident, où tout est comme ça. Mais d'ailleurs, c'est ceux qui finissent dans la montagne avec des chèvres. En fait, de toute façon, c'est très simple, hein. C'est toujours le même schéma. C'est soit ils ont commencé moines et ils finissent millionnaires, soit ils ont commencé millionnaires et ils finissent moines. Mais souvent, quand il y a trop d'extrêmes d'un côté, il y aura trop d'extrêmes de l'autre. C'est exactement ça. Mais moi, j'en ai connu dans les deux sens en plus. J'ai vraiment connu des gens qui avaient pris l'habit parce que la société capitaliste occidentale les avait fait vriller et qui ne pouvaient plus la supporter. Et genre, ils avaient fait vœu de silence dans un monastère. Et j'ai connu des gens qui sont repartis du monastère en disant hey, c'est bon, je chantais des chansons, là, pris toute la journée, j'en ai plein le cul. Maintenant, je vais faire du business. Et ça me fait toujours rire de voir ces extrêmes qui. C'est vraiment un balancier, quoi. Après, on a la chance de pouvoir profiter de tout ça dans notre vie. Hein. Je veux dire, elle est suffisamment longue pour qu'on puisse expérimenter aussi tout ça. Hein. J'ai l'impression que des conversations que j'ai eues avec toi les dernières années, sur le business, sur la croissance, sur l'argent, mais aussi sur la vie et sur qui on est en tant qu'individu, j'ai l'impression que toi aussi, t'es ballotté entre les deux. Et je le dis en rigolant parce que moi, le premier. Hein, moi, de toute façon, c'est simple. Hein, 6 mois, je lis que des trucs sur l'argent et sur le business. 6 mois d'après, je lis que des gourous qui viennent d'Inde. Et j'ai essayé de chanter des chansons dans ma salle de bain. Donc, je suis pas mieux que les autres là-dessus, quoi. Ouais, mais carrément. En vrai, je pense que tout le monde. Enfin, c'est une projection que je fais, mais tu vois, genre, les mentors que je suis aussi, genre,
ont ce balancier. Tu vois, si tu prends Sam Ovens, le mec a monté un business, il faisait genre, je sais pas, 30 millions par an. Il a pété un câble, il est parti 2 ans s'isoler dans la forêt. Il est revenu, il a monté School. Genre, en vrai, c'est stylé, tu vois. Et j'ai l'impression que, ouais, comme moi, genre, il a ces deux côtés. Et effectivement, ça dépend de ce sur quoi je me conditionne sur le moment, tu vois. Je sais que, par exemple, quand je suis parti 2 semaines au Bénin, j'ai coupé. C'était en 2022, je crois. Genre, c'est les seules vacances où j'ai vraiment coupé. Parce qu'après, entre-temps, j'ai pas repris de vacances et tout. 2 semaines sans téléphone. Je peux te dire qu'à la fin, vu que j'avais coupé, je m'étais reconnecté à moi, à la simplicité, pas d'internet, rien. Genre, j'avais envie d'être un moine dans la forêt et de continuer cette vie-là et de me dire, putain, c'est trop bien le moment présent et tout. Et je me suis dit, vas-y, je coupe tout. La vie est belle. Et j'ai pas besoin d'argent, tu vois. Et puis après, genre, je me reconnecte. Là, je suis sûr que je vais aller à Dubaï. Je vais me dire, vas-y, là, je vais faire, faut que je fasse des millions, il me faut plus, il me faut plus. Et je vais être dans un mindset, je vais être dans ce mindset, tu vois. Mais ça dépend vraiment de à quoi je me connecte et qui Dubaï, je suis. Dubaï, ça change les gens instantanément, hommes comme femmes. J'ai vu plein de gens que je connais qui sont partis. Et à chaque fois, c'était pareil. C'est les gens, ils passent dans une énergie très, très orange, très vraiment dans le matérialisme et le capitalisme, mais pas forcément dans ces extrêmes toxiques. Hein. Juste factuellement, la ville est pensée pour que tu puisses bosser, kiffer, bosser, kiffer, bosser, kiffer, rien d'autre. Et après, c'est une ville, c'est un pays qui est très jeune aussi. Hein, donc, Dubaï dans 50 ans, quand tu vois ce qu'ils ont fait sur les 50 dernières années, ce sera peut-être un lieu de vie, de spiritualité, de reconnexion à soi extraordinaire. Il n'y a aucun moyen de le savoir. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bah après, bosser, kiffer, pour moi, genre, c'est tout ce qui me fait kiffer. Bosser, kiffer, genre, c'est comme ça que je veux vivre ma vie, tu vois. Après, ça dépend de ce que tu appelles kiffer, mais si c'est les soirées, ça m'intéresse pas. Mais si c'est aller surfer, bon, dans le truc artificiel, pourquoi pas, tu vois. Mais si, je sais pas, s'il y avait des vagues, ça serait bien. Il y a le chat de Nina qui veut participer au podcast. C'est leur N'empêche, ce que je trouve intéressant, ce qu'on discute depuis tout à l'heure, mais on n'a toujours pas répondu à cette putain de question. C'est est-ce que les hommes et les femmes scalent différemment? Comment est-ce qu'ils pourraient le faire? Quel rôle on a tous à jouer pour montrer des exemples différents? On est arrivé sur des questions spirituelles, on est arrivé sur des questions sociétales, mais au final, j'ai l'impression que comme à chaque fois qu'on pose une intention un peu plus profonde et plus complexe dans un épisode de podcast, on arrive juste à une réponse finale qui est en fait on n'en sait rien. Je suis pas sûre parce qu'en fait, je pense qu'il y a un réel apprentissage pour les femmes à faire, à oser plus, à aller plus là-dedans. Je pense que c'est un chiffre de société qui va de toute façon se faire dans les années à venir, tout simplement parce que c'est en train de changer. Mais je pense qu'à toutes les femmes en fait qui écoutent ce podcast-là, tout est possible, quoi. Et en fait, je pense qu'on peut aller plus loin, on peut aller plus haut avec en plus beaucoup de facilité, quoi. Et avec beaucoup d'intelligence. Mais par contre, ouais, il y a en fait, c'est un shift intérieur en fait qu'on doit faire. Moi cette réflexion m'a mis à un moment des claques un peu. Et je me souviens, Nina, parce que c'est des discussions qu'on a eues ensemble plusieurs fois au sein du Mastermind, où tu as mis longtemps à réussir à me faire rentrer dans le crâne. Jérémy, on vient chez vous pour apprendre le marketing, la vente, la structuration, la communication, etc. Mais on n'est pas passionné comme vous par ça. Et en fait, j'aimerais bien que vous nous appreniez aussi à le déléguer. Et moi, je suis là, non, il faut pas, c'est pas important, il faut savoir faire. Et c'est en passant 3 jours au mastermind de Romain Collignon où j'ai été connecté avec plus de gens qui étaient effectivement dans cette même énergie que toi, où j'ai vraiment eu un déclic. Où sur, je ne sais plus combien de dizaines de personnes il y avait, les 3/4 avaient délégué leur marketing et leur vente et ne voulaient pas entendre parler. Alors, complètement le délégué, je trouve ça grave, parce que tu perds en souveraineté dans ta propre entreprise, mais ça m'a mis un déclic, et quand je suis revenu, je fais, OK, on va vous apprendre à recruter des OBM, des bras droits, des machins, des trucs, il faut qu'on arrête d'essayer de vous faire des trucs qui ne vous intéressent pas, en fait. Et c'est le déclic de, moi, ma passion, c'est le marketing, mais ce n'est pas le cas des autres. Ben, en fait, c'est parce que, en fait, chez toi, il y a 2 choses. C'est que tu fais du marketing dans une entreprise qui vend l'apprentissage du marketing. Donc, en fait,
moi, je fais du marketing et je suis CEO dans une entreprise qui s'occupe de la santé, quoi, et de l'alimentation. Ouais. Donc, en fait, mon kiff de développement et de là où moi, j'ai envie d'expansion, c'est dans mon savoir, c'est dans mes compétences. Et mes compétences, c'est pas forcément du marketing. Ça fait pas de moi une moins bonne chef d'entreprise, mais ça met les priorités complètement ailleurs. Mais c'est valable pour tous les business, quoi. C'est pour ça que vous avez souvent les œillères du make money pour dire qu'il y a aussi très peu de femmes. Oui, là-dedans, il y a peu de femmes. Mais ailleurs, Et en il fait, y a on des regarde pas au bon endroit. dingues. Et Nina, si on prend justement ta boîte, combien de personnes t'as recruté qui sont plus en mode yin, justement, tu vois? Enfin, c'est quoi la répartition? Je n'ai que des yin. T'as que des yin. Non, j'en ai plein. Tout simplement parce qu'en fait, j'ai besoin, moi, de cet équilibre-là. Parce qu'en fait, je suis déjà hyper yang. En plus, mes ambitions sont très yang. De toute façon, j'ai une grande facilité à être visible. Et ça emporte, hein, et ça permet. Enfin, parfois, ça fait perdre un peu l'ancrage et l'essence même des trucs. Et quand j'ai commencé à recruter des gens qui étaient plus dans la structure, plus dans le fond, plus dans la matière, je me suis rendu compte que je me suis dit, OK, comment est-ce que j'ai tenu jusque-là avec tout ça? Parce qu'en fait, il y avait plein de choses qui, ouais, quoi, je l'ai fait vite pour aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Et ça m'a fait un bien fou, en fait, de ramener ça dans ma boîte. Et ça me permet vraiment d'avoir un poids qui me leste vers le bas, mais d'une manière très positive, hein, en fait, qui me ralentit là où moi j'ai envie d'aller trop vite pour me dire non, mais en fait, ok, d'accord, quand tu as arrivé à une certaine taille de boîte et à un certain chiffre d'affaires, tu ne peux plus faire les choses en 2 jours, quoi. C'est pas possible, quoi. C'est très frustrant, ça. C'est très Oui, frustrant. extrêmement frustrant, mon Dieu. Donc, en fait, Et... Vas-y, vas-y. Ouais, si t'es yin ou yang, j'ai l'impression que enfin, si tu as une vision et que tu te déconditionnes des attentes sur toi, de la société, etc., et que tu t'entoures de personnes qui sont complémentaires à toi, sky is the limit, en fait. Homme, femme. Et comme dit, hein, en fait, tu as des gens qui ont monté des empires que tu n'as jamais vus, tout simplement parce qu'ils ne sont pas faits pour être vus, quoi. Ils n'ont pas envie et ce n'est pas leur truc. Mais ça ne veut pas dire que derrière, dans leur entreprise, il n'y a pas les deux énergies qui poussent vers le haut et qui poussent vers du plus loin et du plus grand. Parce qu'il faut les deux. Quand tu es cuisine, je veux dire, en fait, tu peux monter rien, quoi. Et quand tu es cueillant, tu vas exploser en plein vol. Donc, les deux ont leur place, hein, dans le business. Je pense que c'est moi. Moi, c'est ma grande leçon de cet épisode, en fait. C'est un truc que je savais, mais que je n'avais pas conscientisé. C'est juste qu'en fait, c'est pas qu'il n'y a pas d'empire, même dans nos métiers créés par des femmes. Hein. C'est juste qu'on ne les regarde pas parce que c'est sur des sujets qui ne nous intéressent pas, en fait. Et c'est quelque chose de triste. Parce qu'on est quand même en train de se raconter une petite histoire de il n'y a pas de femmes dans le business. Ah si, en fait, c'est juste que tu ne regardes pas où elles sont, quoi. Après, je pense qu'en général, il y en a moins. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Pour les raisons qu'on a déjà évoquées, je pense quand même. Je pense qu'on est aussi moins à s'afficher avec cette ambition-là. Tout simplement parce qu'il n'y a pas besoin, tu vois. Oui, complètement. Mais ce serait intéressant de le regarder. C'est une discussion que j'ai avec Marie parfois, tu vois, qui me dit j'aime qu'on fasse des grands trucs tous ensemble, mais ils ne m'intéressent que parce qu'on les fait ensemble. S'il n'y a pas le sens derrière la famille, l'accomplissement, le tous ensemble, tu vois, tirer vers le haut, le monde, faire quelque chose de beau, de bien, etc., elle y va pas. Alors que moi, je pense que si elle n'était pas là pour me canaliser, je serais probablement une moins belle personne sur ces sujets-là. Mais tu vois, moi, j'ai que ces ambitions-là, comme toi, en fait, d'aller toujours plus haut, plus loin et tout ça. Donc, en fait, j'ai cette part yang en moi qui cherche aussi une certaine part de grandeur. Et j'ai besoin d'avoir à mes côtés une équipe, en fait, qui tempère et qui gère et qui peut faire contrepoids, en fait, pour faire ça. Parce que sinon, Moi, c'est Marie. c'est un déséquilibre aussi, quoi. Et à Marie, ça lui fait un grand bien aussi d'être, tu vois, d'être amené vers autre chose. Parce qu'en fait, c'est ça la joie de la vie, en fait. Mais sur plein de sujets, elle m'aide à prendre en considération les gens, leurs émotions, avoir plus d'empathie,
à comprendre, à me mettre à la place. C'est des trucs que je fais pas du tout bien, naturellement, tu vois. Et moi, je pense que d'une certaine manière, je l'aide, par exemple, à être capable de dire à quelqu'un frontalement, je m'en fous. Ça m'intéresse pas ce que tu es en train de me dire, laisse-moi tranquille. Mais ça, je pense que ça va bien au-delà de yin-yang, c'est une question d'éducation, ça, par contre. Bien sûr. Mais dans la question d'éducation, on n'éduque pas les filles de la même manière que les garçons. Et la société n'éduque pas les filles de la même manière que les garçons. Mais je vois vraiment que ça change quand je vois, en fait, l'émergence des femmes qui existent dans les programmes. OK, par exemple, dans les masterminds où on est plus dans le scaling, où c'est des boîtes qui sont un peu plus grandes, oui, là, il y a plus d'hommes que de femmes. Et j'ai juste envie de dire encore. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont en train de changer, parce qu'il y a encore, 20 ans, il n'y aurait pas eu 75% de femmes dans Fast and Slow Bronze. Parce que c'est à peu près ça. Ouais, un peu Ou près. elles sont juste plus visibles. C'est peut-être ça aussi. Quand je vois. Non, factuellement, on a, selon les périodes, ça évolue, tu vois, mais on a entre 60 et 70% de femmes. Ouais. Mais après, je pense que ça vient aussi des métiers. Hein. Le coach, thérapeute, professionnel de l'accompagnement, c'est des métiers du care. Naturellement, dans les métiers du care, il y a plus de femmes. Oui, c'est possible. Et que de toute façon, quand tu es dans des métiers de care et tout ça, tu n'es pas forcément dans un objectif de scaling, quoi. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu scales, tu sors du one-one. Donc, ça fait aussi que ta niche à toi ou votre niche à vous est peut-être un peu plus restreint là-dessus au niveau de la visibilité. Et encore, dans les métiers du care, moi, quand je vois les autres personnes qui sont dans l'alimentation et qui sont dans la nutrition, dans le bien-être, il y a de très gros niveaux. Je pensais justement sur cette différence de scaling, yin, yang, homme-femme, etc. Il y a une personne que j'accompagne un petit peu sur des sujets actuellement, et l'idée même de ce que cette personne m'a demandé, c'est vraiment structuration interne. C'est-à-dire que cette personne, je suis arrivé pour regarder l'intérieur de son business, fait le même chiffre d'affaires que nous chez KP, mais pourrait faire beaucoup plus, à mon avis. Tu vois, si j'étais venu un an plus tard, elle faisait le double, de toute façon, avec ou sans moi. Hein. Moins de gens dedans que chez nous, par exemple. Tu vois. Mais alors, putain, quand j'ai ouvert sous le capot du business, j'ai fait une crise d'angoisse, moi. Moi qui ai besoin, c'est que tout soit cadré, machin, hein, où est-ce que sont les datas, les tableaux, les machins, les trucs, etc. C'était fait avec 2 tableurs Excel. Je me dis, comment tu sais que tu vas faire 2, 3, 4 millions? Mais je le sais, c'est l'énergie, je les emmène avec moi, on va y arriver. Oh, putain. Je me souviens quand tu es arrivé dans le Capé, comment c'était? Bah, imagine-toi maintenant à 3-4 millions la boîte. Le même niveau de. Tout est fait avec l'énergie, tu vois. C'est le business où je suis intervenu aussi ou pas? Ou c'est un autre encore? Ouais, c'est celui-là, ouais. Ouais, non, mais oui, j'ai vraiment vu un business yin qui a scalé, quoi. Et c'était hyper impressionnant parce que c'est pas du tout comme j'aurais fait, mais force est de constater que ça marche extrêmement bien. Hein. Oui, mais nous on était un peu pareil. Hein. Enfin, on est encore un peu pareil. Moi aussi, il y a finalement assez peu de structure et j'ai tout amené qu'avec mon énergie. Après, Jérémy, tu dis que c'est pas comme tu l'aurais fait, mais j'ai l'impression que c'est comme tu l'as fait. Genre. Ouais, moi, je l'ai pas poussé aussi loin comme ça. Mais je pense que. J'ai fait du yin jusqu'à 40 000 par mois. Pas 300 000. Hein. Ouais, excuse-moi, c'est pas le même niveau de palier. Hein. Et tu vois, une différence entre l'énergie yin-yang que je vois, c'est sur les ads. Quelqu'un qui est dans le yang, il arrive à se dire je spend 129 000 euros par mois, j'ai un ROAS de 1,1, tout peut s'effondrer à tout moment, mais je pense que je peux pousser encore. Et t'as Nina à côté qui fait j'ai un ROAS de 19, je dépense 2000, mais je vais refaire ma masterclass. Faut t'exagérer quand même un petit peu. Hein. Pas de beaucoup. Hein. J'ai une vidéo qui le prouve. Oui, c'est vrai. Oui. Ouais, c'est peut-être une question de prudence. La prudence de laquelle je parlais, tu vois, où on est là, en fait, c'est nous, on est responsable de la nourriture de tout le monde, biologiquement, en fait, c'est un programme. Alors qu'en fait, l'homme, lui, il va partir chasser, chercher le risque pour ramener le peu qu'il peut ramener, tu vois. Je pense qu'il y a qu'un câblage de fond qui est différent entre les deux, quoi.
Hmm. Mais en vrai, Jérémy, tu as quand même, là, dans, dans la description, je trouve que tu as embelli, tu vois. Parce que, genre, moi, genre, des business leading et tout, quand je rentre dans les datas, je vois, genre, le ROI, non, retour sur investissement, 0,10. Genre, les business spendent 30 000 par mois et gagnent 1 000 euros qui vient de ces 30 000. Et ils paniquent pas, tu vois. Et du coup, genre, c'est ça, c'est la Parce réalité d'un que, business parce, leading, tu vois. parce qu'ils ont une foi inconditionnelle envers l'avenir, envers leur capacité et envers leur communauté, avec un branding fort qu'ils ont bâti d'une façon extrêmement belle. Et quand nous, on est moins bon là-dedans et donc on a besoin d'un retour sur investissement immédiat parce qu'on n'est pas sûr de garder les gens dans le temps, ça, c'est des gens qui s'en foutent de perdre de l'argent pendant 6 mois. Ils savent qu'ils vont en faire 10 fois plus ensuite. Ouais, c'est très fort. Et je connais, et j'ai les chiffres de source sûre, un business qui fait 15 millions par an, dont le ROAS 30 jours, c'était 0,7. Perdez de l'argent. Mais 90 jours, 180 jours, des retours sur investissement stratosphériques. Pas la même énergie. Et c'est pour ça qu'on en revient de façon à ce qui sera, en tout cas pour moi, la conclusion de cet épisode. Hein. C'est il y a des dérives extrêmes toxiques dans les deux. Il y a des façons de faire différentes. Et les vraies belles entreprises qui perdurent, c'est celles où les deux se rejoignent d'une façon ou d'une autre. C'est la cage Et exponentielle. j'aurais aimé votre avis sur justement ces énergies yin et yang. Est-ce que pour vous, ça vient, ça peut venir conditionner le fait d'être un attractif caractère, tu vois, d'être une personne qui va pouvoir être très attractif pour une communauté, ou est-ce qu'on peut être dans les deux et être aussi attirant? C'est quoi Non, votre avis? non. C'est pour la visibilité et pour l'attraction, il faut avoir du yang. Mais pas tous les types de yang. Hein. C'est plutôt, là, on rentre dans d'autres types d'énergie, mais en fait, quand tu es vraiment à une hyper yin, introverti et tout ça, c'est très difficile, en fait, d'attirer à toi une communauté ou de gérer une communauté, tout simplement parce qu'en fait, c'est pas du tout ton genre. Mais tu peux être une très bonne gestionnaire de business, mais c'est pas toi la tête d'affiche. C'est deux choses différentes. Duo, le fameux duo visionnaire intégrateur. Hein. Ouais, on en revient. Moi, pour moi, c'est une bonne conclusion. Parce que sinon, on va faire un épisode qui va durer 4 heures, parce qu'il y a de quoi dire pendant 4 heures, hein, vraiment. Nina, si, je te laisse l'honneur du mot de la fin. Qu'est-ce qu'on retient et qu'est-ce qu'ils doivent retenir, selon toi, de la conversation qu'on a eu tous les trois? L'équilibre, je pense qu'on a tous besoin d'équilibre et ni l'un ni l'autre est bon, notamment pas le trop yang. Qu'on peut réussir avec les deux caractéristiques, qu'on a juste besoin d'être entouré des personnes qui viennent nous donner un équilibre et que pas tout ce qui brille est vraiment beau, est vraiment grand et que en fait il y a des choses qu'on ne voit pas parce qu'on ne regarde pas au bon endroit et que ça n'a rien à voir avec le yin et le yang. J'aime bien. C'est un très beau mot de la fin. Excellent. Merci à tous de nous avoir écoutés pendant cet épisode et à la semaine prochaine. À la semaine pro.